On va commencer. On va commencer s'il y a des gens qui joignent à nous de toute façon. Bonjour tout le monde. Mon nom est Denis Carrier. Je suis consultant chez BSP. En fait, je suis en charge des opérations et je suis aussi en charge de l'équipe Finance Book au niveau de la supervision de cette équipe-là. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin dans notre petit webinaire sur analytique. Je suis accompagné ce matin de Pierre-Luc Carignan, qui est développeur chez nous. Ayons pas peur. Faut pas nécessairement être développeur pour utiliser analytique, mais sauf que Pierre-Luc supporte plusieurs clients puis souvent répond aux questions de nos clients. Donc, on est tous les deux ensemble ce matin pour faire ce petit séminaire qui devrait durer, ça dépend toujours un peu du temps, mais qui devrait durer à peu près 45-50 minutes. Donc, nos objectifs ce matin, très simples. Dans l'ensemble, c'est un séminaire sur l'introduction à l'analytique. Donc, on veut répondre à un certain nombre de questions, surtout vous donner le goût d'aller jouer dedans, peut-être de vous lancer comme tel. C'est notre objectif caché. Donc, premier point, qu'est-ce que le BI? On entend souvent parler de BI et de tableau de bord, donc ça m'apparaît important de revenir un petit peu sur pourquoi le BI? Qu'est-ce que Zoho Analytique? Qu'est-ce que ce module-là dans la suite Zoho fait? À quoi il sert? Ça, c'est vraiment le plus important. Pourquoi vous prendriez Zoho Analytique comme outil? Il y en existe d'autres. Okay? Il existe d'autres outils de BI, mais pourquoi Zoho Analytique? Après ça, je dirais une grosse partie de la présentation, ça va être l'introduction à Zoho Analytique. Donc, avec Pierre-Luc, on va voir un certain nombre d'éléments. L'environnement, la zone de travail, comment jouer dans les rapports et les tableaux de bord. Et naturellement, ça va vous permettre de voir un peu comment on navigue dans le logiciel, comment on peut on peut le manipuler, comment on manipule aussi les données. Donc, ça va rester une introduction, difficile de tout voir à l'intérieur d'un séminaire, mais comme vous allez voir à la fin, moi, je vais revenir, puis je vais peut-être vous donner des petits indices sur qu'est-ce que vous pourriez faire à partir de maintenant. Si vous avez besoin de notre aide, on vous dira quoi faire. Et on va aussi, je vous donnerai une adresse pour les questions et les réponses, parce que c'est difficile surtout pour du BI. Chaque cas est un cas d'espèce, souvent quand on parle à nos clients, mais vous allez avoir une adresse, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Naturellement, au séminaire ce matin, il y a des clients, il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens de l'extérieur. Fait qu'on a essayé de faire quelque chose d'assez général. Je peux prendre 2 minutes, excusez-moi, je peux prendre 2 minutes juste pour vous dire qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ben, chez BSP, on est un partenaire Zoho de premium, c'est-à-dire qu'on est parmi les plus gros partenaires de Zoho. On a des bureaux au Canada, on a des bureaux aux États-Unis, on a aussi au Maroc. En fait, on couvre tous ces territoires-là. Moi et Pierre-Luc, naturellement, vous comprendrez qu'on est au Québec, mais on dessert des clients aussi dans le reste du Canada, des clients qui sont à l'extérieur. En tout, on est 27 ressources dédiées à notre clientèle. Ces ressources-là, elles se retrouvent à l'intérieur. Bon, il y a des gens qui sont aux opérations, aux finances, comme moi. On est plus sur des mandats dans lesquels on intervient aux opérations de finances. On a une équipe CRM, vente, parce que Zoho a des modules qui est pour le CRM qui est très connu et aussi au niveau des ventes. On a des ressources qui sont dédiées aussi à des RH et on a un certain nombre de ressources, beaucoup de ressources qui sont aussi reliées au développement. Donc, Pierre-Luc, pourquoi du développement? Parce que on est à l'intérieur de la famille Zoho. On est reconnu comme un leader en Amérique du Nord au niveau du développement Creator, c'est-à-dire qui est un module Zoho, qui est un produit Zoho qui nous permet de faire du développement autour de l'environnement Zoho pour des mandats un petit peu plus complexes. Parce que Zoho, c'est un excellent produit. Il y en existe d'autres, mais c'est un excellent produit, énormément de modules. Mais souvent, nos clients nous demandent de développer des choses un petit peu plus étoffées. Fait que ce qu'on fait finalement de l'analyse de processus, la formation,
l'implantation, l'optimisation du Zoho. Des fois, les clients ont des questions et naturellement, on fait aussi du développement. Pourquoi le BI? Bon, moi, tout le monde, vous pouvez voir avec mes cheveux blancs que je suis dans le monde des TI. En fait, pendant longtemps, moi, j'ai même dans mon ancienne vie été longtemps dans le corps professionnel, là, comme chercheur de cours au HEC milieu des années 80. Pendant une vingtaine d'années, j'enseignais au HEC en technologie de l'information et on parlait déjà de tableau de bord et de produits de BI. Donc, le BI, tableau de bord, c'est un concept. C'est un concept tout simplement qui veut dire que pour diriger vos entreprises aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un certain nombre de KPI, un certain nombre d'indicateurs. J'utilise le même exemple depuis 20 ans. Imaginez-vous ce matin, on part, moi je suis à Québec, je pars pour Québec-Montréal, je prends mon auto, j'ai pas de tableau de bord. Bon, à la limite, si j'ai gazé mon auto en partant, puis si je connais un peu à quelle vitesse devrait passer le paysage autour de moi, puis si je me fie aux gens autour, je devrais être capable de me rendre à Montréal sans avoir de contravention, sans manquer d'essence, sans manquer de liquide de lave-glace. Mais dans les faits, pourquoi on appelle ça un tableau de bord dans l'auto? C'est parce qu'on a des indicateurs. Si je fais la route Québec-Toronto, peut-être besoin de savoir à un moment donné où est rendu mon essence. Si je passe sur le cruise control, puis je roule un peu, puis j'ai le pied pesant, peut-être avoir besoin d'un indicateur sur lequel je vais voir ma vitesse. Donc, finalement, c'est vrai pour une entreprise aussi. Je trouve que c'est le plus bel exemple. Donc, de visualiser ses KPI. Je vais-tu trop vite? Où en est rendu mon cash flow? Comment ça se passe dans l'entreprise? Deuxième élément, vous avez remarqué dans ZohoBook, il y a plusieurs modules. Chacun des modules a son reporting, qu'on soit dans le grand livre, d'un recevable, d'un payable. Mais souvent, le reporting est à une seule dimension. Et pour prendre des décisions, on aime ça souvent pouvoir y aller en multidimension, pouvoir croiser des données de cash flow, des données de rentabilité, des données de clients, des données de marché. Donc, quand vient le temps de croiser, puis ça, vous allez voir tantôt avec Pierre-Luc, ça va être super intéressant, quand on veut croiser des données, ça prend un outil. Puis comme je disais tantôt, le concept existe depuis 20 ans, mais les outils aujourd'hui sont pas mal plus efficaces comme tel. Visualisation intuitive. Bon, un tableau, ça parle un peu plus qu'une liste de données. On s'entend là-dessus. Un feu rouge, ça veut dire arrêter. Un feu vert, ça veut dire continuer. Donc, la notion, justement, d'avoir des rapports un petit peu plus intuitifs dans la présentation est importante. Lecture 360. Avec un logiciel comme Zoho Analytics, ça nous permet d'avoir une vision pas mal plus 360 de là où on est puis là où on veut s'en aller. Ça nous permet de croiser de l'information, okay? C'est-à-dire d'aller chercher de l'information, on le verra tantôt, de plusieurs sources possibles, de la partager en invitant des gens, en envoyant de l'information directement à ces gens-là qui n'ont plus besoin de la demander, mais on peut la distribuer. Et à la limite, on peut aussi évaluer des scénarios, là, les what if. Okay? En fait, ça me permet de vous dire, la raison pour laquelle c'est très intéressant, Zoho Analytics, c'est que moi, il y a 20 ans, les outils, c'était complexe. Il fallait importer, réimporter, travailler les données, savoir du SQL. Pour être capable d'arriver à faire ça, les outils étaient beaucoup moins performants. Fait que le concept est resté le même, mais les outils, aujourd'hui, sont pas mal mieux qu'ils étaient. Donc, si on continue. Pourquoi Zoho? Bon, vous irez voir les revues. Outils puissants, très, très, très bonnes revues. Moi, je pense que la raison la plus importante est aussi c'est parce que vous l'avez. Okay? Ceux qui sont sur Zoho One ou ceux qui utilisent Zoho, vous pourrez aller voir. L'objectif, c'est pas nécessairement de vous parler de toutes les possibilités d'abonnement au niveau de Zoho, mais le produit est déjà là. À la base, souvent, quand on fait des tableaux de bord, la finance est en arrière, les inventaires sont en arrière, les clients, puis ça, ces modules-là, vous les avez dans Zoho. Donc, c'est un bon outil. Comme on verra tantôt, il est déjà en relation avec plus de 250 produits, c'est-à-dire qu'il est déjà intégré, le mapping, la relation est déjà développée. Ça fait partie de votre suite Zoho, donc à ce moment-là, c'est très intéressant. Et comme plusieurs autres logiciels, il est simple et intuitif. Donc,
ce qu'on voulait faire avant de laisser Pierre-Luc vous faire la présenter, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant pour vous de comprendre parmi nos clients, qu'est-ce qui déclenche le processus pour que les gens s'intéressent à Zoho Analytics. Bon, je vous dirais d'emblée, là, les gens qui utilisent Book, Inventory, Invoice, c'est-à-dire qui ont des items, qui ont des parts de marché, qui ont des catégories de produits, généralement, c'est un indicateur. Ces gens-là, souvent, nous posent des questions à Pierre-Luc, à moi, n'importe qui. Est-ce que je pourrais fabriquer des rapports d'analytique? La raison, c'est oui. Deuxième type de client, peut-être que vous connaissez les tags, les balises à l'intérieur de Zoho. On a quelques clients beaucoup plus grands qui utilisent beaucoup les tags et les balises pour représenter des dimensions diverses et à ce moment-là, de les filtrer juste à l'intérieur du grand livre, de les filtrer juste à l'intérieur de Book, par exemple, si c'est unidimensionnel par rapport, bien, souvent en se servant d'analytique, va nous permettre de croiser beaucoup de choses. Autres clients, CRM. Des clients qui utilisent beaucoup les CRM, des clients qui utilisent les CRM pour des opportunités, gérer des produits, gérer des vendeurs, gérer des territoires, puis ils veulent croiser ces données-là avec les vraies performances de vente, tout ça. Donc, on pourrait croiser tout ça. J'ai aussi des exemples de compagnies publiques. Si vous gérez une petite compagnie, puis elle devient publique, bien, à ce moment-là, automatiquement, les forecasts, les opportunités, le booking, le reporting est beaucoup plus complexe. Puis souvent, on doit merger du Excel avec la comptabilité. Beaucoup de clients qui utilisent Creator. En partant, quand ils utilisent, on développe du Creator, c'est parce qu'il y a une ou plusieurs dimensions qui veulent ajouter à leur module Zoho. Donc, à ce moment-là, on peut se servir d'analytique pour être capable de fabriquer des rapports. Gros utilisateurs d'Excel. On utilise Excel à profusion. Ben oui, si vous avez quelqu'un chez vous qui connaît très bien Excel, ce serait bien intéressant d'aller vers Analytique. Donc, je vais juste mettre la table pour stimuler un peu votre réflexion. Puis, on va pouvoir maintenant passer, je pense, à la présentation de Pierre-Luc. Je vais revenir à la fin peut-être pour faire un petit wrap-up. Fait que Pierre-Luc, je te cède la parole. Merci beaucoup, Denis. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un petit tableau de bord qu'on s'est amusé à faire pour le séminaire d'aujourd'hui. En gros, ce qu'on a fait, on est allé dans Zoho Books, se créer une compagnie fictive qu'on a nommée Les Dents Blanches, donc qui est un cabinet dentaire. On a mis l'équivalent d'un an de données à l'intérieur. Puis, on s'est amusé à faire différents KPI, différents rapports. Puis, on les a assemblés dans un tableau de bord que vous voyez à l'écran. Donc, moi, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer comment partir de votre source de données et d'arriver à construire un tableau de bord qui pourrait ressembler à celui-ci. Donc, la première étape qu'on a fait, on s'est créé notre compagnie dans Zoho Books. Ensuite de ça, après avoir activé notre licence, on s'est connecté et on arrive sur la page d'accueil. Évidemment, sur la page d'accueil, la première fois, c'est vide. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différents espaces de travail qui représentent des projets différents. Donc, l'espace de travail, c'est l'espace dans lequel vos données vont être et c'est dans lequel vous allez pouvoir créer tous vos rapports et vos tableaux de bord, finalement. Donc, la première fois que vous arrivez, c'est vide. On clique sur « Importer les données » et on arrive sur la fameuse page des sources de données qui est un des points forts de Zoho Analytics. Donc, selon Zoho, il y a au-dessus de 250 sources de données disponibles. Ça peut être aussi simple qu'un fichier Excel qui se retrouve sur votre ordinateur ou un fichier CSV. Donc, par exemple, vous exportez un fichier de Akumba et vous voulez l'intégrer dans votre espace de travail Zoho Analytics. Donc, c'est possible de le faire comme ça. C'est possible d'aller chercher des fichiers sur l'info nuagique, donc du stockage de cloud, comme par exemple Google Drive est présent, ou même avoir des analyses de vos réseaux sociaux. Si je clique à gauche ici, sont toutes
répertoriés sous forme de catégories. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est finance. Donc, on voit qu'on a la suite financière de Zoho ici. On a aussi quelques logiciels comme QuickBooks, Sage. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, notre compagnie est dans Zoho Books. On est venu cliquer sur Zoho Books. Aujourd'hui, vu que ma connexion existe déjà, je ne pourrais pas faire l'exemple avec Zoho Books. Donc, je vais vous faire un exemple avec Zoho Invoice. Et puis, en fait, gardez en tête que c'est d'une application à l'autre, c'est le même principe. Donc, on s'authentifie, nom d'utilisateur, mot de passe. On sélectionne les modules et les champs qu'on désire importer. Et ensuite, c'est là que Zoho nous crée notre espace de travail dans lequel on va pouvoir travailler. Donc, si je fais suivant, la première étape qu'on a, c'est de nommer notre espace de travail et de sélectionner évidemment la bonne compagnie pour avoir les données, avoir les données de la bonne compagnie finalement. Si je clique sur suivant, on arrive à l'étape numéro 2, qui est de choisir ce qu'on désire importer. Ce qui est une étape qui est quand même importante. En fait, je dirais qu'il y a deux grandes stratégies qu'on voit. La première, on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut ou de ce que notre base de données contient, donc on importe tout. Donc à ce moment-là, il faudrait cocher chaque module et ensuite cocher chaque champ. Donc par exemple, j'ai une table ici qui s'appelle Project User et si je clique la petite case à côté de champ, ça inclut la totalité des colonnes à ce moment-là. Donc, on ferait ça partout, partout, partout. Juste mentionner au passage qu'il y a des tables qu'on ne peut pas décocher qui sont obligatoires et même chose pour les champs ici. Ensuite, deuxième stratégie, ben, si on connaît exactement nos besoins, on connaît bien nos bases de données, on pourrait aller sélectionner le module qui nous convient, les champs qui nous conviennent. Comme ça nous fait, on pourrait dire, un espace de travail qui est un peu plus propre, un peu plus facile de naviguer parce qu'on n'a pas des données à pu finir, en fait. Donc, chaque module ici représente une table de données, puis chaque champ ici représente une colonne à l'intérieur de cette table de données-là. Un peu plus loin, on va le voir, en fait, dans une minute, on va voir ce que ça a l'air, les tables de données à l'intérieur. Ensuite, au niveau de la fréquence, donc, le principe, c'est que Zoho Analytics, il va aller chercher, il va faire une copie de vos données, puis il va les ramener dans Zoho Analytics. Ça, c'est important de le comprendre parce que ça ne va pas dans le sens inverse. OK, donc, tout ce que vous faites dans Zoho Analytics, rassurez-vous, ça n'a pas d'impact sur vos données. Donc, ça peut devenir un terrain de jeu assez le fun. Si vous voulez vous lancer, n'ayez pas peur, vous ne connaissez pas trop le BI, vous avez le droit à l'erreur. OK, ça, c'est juste dit en passant comme ça. Donc, la fréquence des mises à jour. Donc, je pourrais dire, moi, je le veux une fois par jour. Je le veux à 11h15. Donc, à chaque journée, à 11h15, il va aller recopier les données dans, ici, nous autres, c'est Zoho Books. Donc, il va aller prendre les données, les mettre à jour à l'intérieur de Zoho Analytics. Donc, si on a des rapports de fait déjà et que les données ont changé dans votre Books, ils vont se mettre à jour dans vos rapports, dans Analytics, à 11h15 tous les jours. Ou on peut aller jusqu'à chaque 3 heures. Donc, si on choisit les heures, c'est 3, 6 ou 12 heures. Juste pour mentionner, là, entre chaque mise à jour, on peut faire jusqu'à 5 mises à jour manuellement. Donc, on peut comme forcer la synchronisation jusqu'à 5 fois entre ce qui est déjà programmé. Donc, je vais sortir d'ici, étant donné que nous, ce qui nous intéresse, c'est Zoho Books. Donc, il faut s'imaginer que je viens de faire la manœuvre avec Zoho Books. Et puis, ça a créé notre espace de travail qui s'appelle les dents blanches. Donc, si je clique sur les dents blanches, ça nous amène à l'intérieur comme ça. Lorsqu'on arrive à l'intérieur de l'espace de travail, on arrive sous l'onglet Explorer, qui regroupe tous les fichiers, dans le fond, de toutes les données, tous les tableaux de bord de tout ce qu'on a créé. Tout est divisé par fichier ou sous-fichier. Donc, c'est tous les graphiques,
puis tous les tables de données. Je veux juste mentionner qu'il y a beaucoup de champs de recherche à l'intérieur. Remarquez-les, ils sont à peu près partout. Et puis, ça peut être très pratique parce que justement, des fois, si on a 50 colonnes puis qu'on veut en choisir une, au lieu de toujours descendre et chercher, c'est beaucoup plus rapide avec le champ de recherche. Le deuxième onglet ici, il regroupe tous les tableaux de bord. Et puis, si vous remarquez, moi, j'en ai créé à peu près juste 2, si je ne me trompe pas. Il est dans blanche, il y a un dashboard test. Les autres, c'est Zoho qui automatiquement crée des exemples. Donc, vous allez voir que si je clique dessus, habituellement, on ne retrouve pas la totalité. L'instant, ça lag un petit peu. Mais en gros, il nous fait un exemple, puis c'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement les données dans ces exemples-là de disponibles. Attendez, je vais essayer d'en choisir un autre. Excellent. En rose. Bon, vous voyez qu'il y a certaines vues qui ne s'affichent pas parce que lui, il vous propose certains dashboards comme ça, que vous ayez les données ou pas. Mais ça peut donner un peu on pourrait dire, d'inspiration pour vos futurs tableaux de bord. Même chose ici sous l'icône rapport. On a énormément de rapports qui ont été générés automatiquement par Zoho. Et puis, donc, l'onglet rapport, il regroupe tous les graphiques, tous les tableaux en vue croisée dynamique. Puis, vous pouvez voir qu'il y a des petits icônes là, pour nous aider visuellement parlant à se retrouver à l'intérieur. Même chose pour les tableaux de bord d'ailleurs. Ça ici, c'est l'icône pour les tableaux de bord. Différents icônes pour les différents rapports. Et puis, on arrive finalement aux tables de données. Donc, c'est le petit icône en jaune comme ça. Donc, on a créé une compagnie avec Zoho Books. On l'a connecté. On a importé nos données dans notre espace de travail. Et ce que ça donne, c'est des tables de données avec nos données brutes. Donc, on voit ici dans article, donc on a nos brosses à dents, blanchiment des dents, traitement de canal, on a le prix de vente. Si je vais dans mon Zoho Books, puis que je clique sous article, on retrouve effectivement les examens complets, pose de couronne, avec les prix. Donc, on voit qu'on a les mêmes données qui ont été importées et avec les bons prix. Donc, des questions, Denis? Est-ce que je m'en sors bien? Ben, la séquence est bonne. Je rajouterais juste le fait que, étant donné que c'est Zoho, vous allez vous retrouver, là, quand on tombe dans ces tables-là ou dans les rapports ou quand on regarde les rapports qui sont créés automatiquement par Zoho, quand on tombe dans nos rapports ou dans nos dashboards, ben, ce sont vos données. Fait que souvent, vous allez voir au début, quand on regarde ces choses-là, puis la raison pour laquelle des fois, il y a des tableaux qui sont pas là, c'est que vous n'avez peut-être pas tout inventory d'activer. Donc, dépendamment de ce qu'on utilise à l'intérieur de Zoho, c'est ce qui peut venir influencer le fait qu'il y a des tableaux préconçus qui sont là et d'autres qui ne sont pas là. Effectivement, effectivement. Donc, je vais passer à la création d'un rapport. Donc, on va prendre le rapport ici qui s'appelle article prix de vente, donc qui est basé sur les articles ici. Donc, pour créer mon rapport, je vais venir à l'intérieur de ma table, je vais venir cliquer sur le plus et je vais choisir une nouvelle vue graphique. Ça nous amène à l'interface de création de rapport qui est sensiblement la même pour tous les rapports, à quelques différences près, mais le principe de base est le même. On a les tables disponibles qui sont à gauche. On a l'interface de création en tant que telle et différentes options en haut ici. Et on a la possibilité, évidemment, de nommer notre rapport et de le sauvegarder. Donc, si je veux recréer mon rapport ici,
on voit qu'on a les noms de l'article dans l'axe des X et le prix de vente dans l'axe des Y. Donc, je vois ici que j'ai mon onglet article qui représente ma table de données. Et à l'intérieur, chaque nom que vous voyez représente une colonne dans ma table article. Donc, ma table, et ici on a les différentes colonnes. Je vais avoir besoin en fait de nom de l'article et prix de vente. Donc, nom de l'article, on a dit que c'était X et le prix de vente dans les Y. Et je clique sur Générer pour avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc, on remarque qu'on a une petite différence. Donc, ici, ils sont dans un certain ordre du plus cher au moins cher. Donc, pour faire ça, je vais aller dans mes deux petites flèches ici qui s'appellent Trier les axes. Et je vais choisir Y, valeur décroissante. Donc là, on a le même ordre que dans mon tableau. Il reste le seuil, le threshold qu'on appelle en anglais, et à mettre de la couleur. Donc, pour le threshold, on a la petite l'engrenage qui représente les paramètres. Je clique sur le seuil. Et ici, il me donne le choix, en fait, je pourrais rentrer une constante, dire, moi, je veux que ce soit un chiffre là, en dur, que ce soit 700, 800, ou peu importe. Moi, je vais choisir la moyenne pour notre exemple, que je vais appeler moyenne. Le formatage, donc, visuellement, qu'est-ce que je veux que ça ait l'air. Puis, je peux aller choisir une couleur, par exemple, en vert. Puis là, ce qui est bien, je peux cliquer sur Aperçu pour juste voir est-ce que ça me plaît ou non. Si ça me plaît, je fais Appliquer. Puis là, on a notre moyenne qui s'affiche et on a la légende ici qui s'affiche. Au niveau de la couleur, ça va être très simple. On a une petite case ici qui s'appelle couleur. Je pourrais décider, par exemple, de dire, moi, je veux une couleur par article. Donc là, visuellement, c'est beaucoup plus clair la division entre les articles. Ou je pourrais décider de prendre prix de vente, comme ça. Et puis à ce moment-là, il m'a créé des plages de prix. Et puis, on a les trois derniers qui sont en orange parce que les trois sont au-dessus de 900 $. Donc là, on a recréé notre rapport article prix de vente à quelques différences près. Je n'irai pas dans les palettes de couleurs. Ça, c'est... Vous pouvez vous amuser en masse là-dedans. Parfait. Je vais vous en montrer un peu plus complexe, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Denis, à ce niveau-là. C'est bien, c'est bien. Excellent. Parfait. Comme deuxième exemple, je vais prendre une vue croisée dynamique que j'ai appelée historique des paiements. En fait, c'est historique des paiements de clients. Il n'y a pas l'air plus complexe, OK? Mais en fait, la complexité vient du fait que j'ai besoin de deux tables de données différentes pour arriver à ce résultat-là. Donc, je vais aller chercher client et paiement client. Et puis, ça m'amène à vous parler de la relation entre les tables. Parce que le nom qu'on voit ici est dans la table des clients. La date et le montant se retrouvent dans une deuxième table. C'est le principe des bases de données. Tout est divisé. C'est important que ce soit comme ça. C'est tout à fait correct. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je voudrais créer, par exemple, un rapport seulement avec paiement client, ma table paiement client, au niveau de l'identification du client, tout ce que j'aurais, c'est son numéro ici, qui représente la ligne qui est ici. Donc, chaque rangée d'une table se fait donner un numéro d'identification unique. Donc, si, attendez, je vais vous montrer, en fait, ça va être un peu plus clair avec le diagramme de modèle comme ça. Donc là, on a un petit visuel, je vais essayer de dézoomer un peu. Ça, excellent. Donc, on a notre table qui s'appelle paiement client, qui est au milieu ici.
Et on voit la relation qu'il y a entre les tables. Là, on n'a pas besoin d'être un expert là-dedans, je vais juste le mentionner. C'est juste de comprendre les principes de base que parfois, les informations qu'on veut se retrouvent pas nécessairement dans la table dans laquelle on est en train de travailler. Et la raison est que, par exemple, le nom en texte de mon client se retrouve dans la table client. Et il y a un lien qui est fait à partir du numéro d'identification du client. Donc, si je laisse ma souris sur la flèche, on voit la relation entre les deux. On voit la relation entre la table paiement client et paiement de facture. Donc, la relation est faite avec l'identification de paiement. Donc, au final, le nom de mon client est représenté par l'identifiant qui est ici, qui permet à Analytics d'aller faire le lien avec le client qui se trouve ici. Pierre-Luc? Oui. Tu es peut-être allé un petit peu vite pour toi, c'est normal, tu es à l'aise. Quand on veut voir la structure des tables, tu as cliqué sur quoi? Oui, on va dans plus. Oui, oui, merci. Moi, c'est des réflexes. On va dans plus, puis ici en bas, on a diagramme de modèle. Qui est un outil vraiment, vraiment le fun. Puis, on pourrait rechercher les tables aussi, puis aller un petit peu plus loin là, dans les diagrammes de modèle. Et je rajouterais, je peux peut-être, ça ne te dérange pas, Pierre, je pourrais peut-être prendre un petit 30 secondes. Ces fameuses tables-là, by the way, pour ceux qui manipulent ZooBook, là, parce que dans l'audience, il y a beaucoup de personnes, ce sont les fameuses tables Zoo. C'est-à-dire que un paiement est associé à une facture, le paiement est associé au client, puis là, tantôt j'ai remarqué aussi le paiement, ben, on l'associe à un compte de banque. Donc, il y a toujours la dimension comptable qui doit suivre. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonction-là nous permet, quand on ouvre les rapports que Zoho nous présente, puis qu'on va justement sur l'affichage de ces tables-là, et ce que ça permet de faire, c'est de dire, OK, là, je comprends ma base de données qui, by the way, est vraiment vos écrans de saisie Zoho. L'information que dans ces tables-là sont vos vraies données. Je voulais juste le préciser parce que c'est probablement une chose que vous allez vouloir faire en premier, d'aller voir, OK, ce rapport-là contient telle table. Et c'est souvent la dimension pas la plus compliquée, mais celle qui demande un peu plus de temps quand on fait du BI, c'est de connaître ces tables. Connaître où est l'information, et c'est l'endroit, même pour nous, là, si Pierre-Luc se fait demander un nouveau rapport demain matin, la première étape qu'on fait, c'est de comprendre quelle table on doit aller chercher pour être capable de justifier le rapport. Je te laisse continuer, Pierre-Luc. Très bon point. Effectivement, même que je dirais probablement 75-80% du travail, c'est de connaître la donnée en tant que telle. Parce qu'un coup qu'on l'a, ben, vous le voyez, hein, on clique sur le petit plus, là, je sélectionne croisée dynamique, et puis un coup je sais sont où mes données, puis qu'est-ce que je veux, ben c'est du drag and drop, le rendu là, tu sais, c'est ça. Donc, pour compléter mon exemple, bon, tableau croisé dynamique, on a les colonnes, les lignes et la donnée qu'on veut que ça représente. Donc, là, on est dans paiement client. Et en dessous ici, on a client. Donc, je vais choisir ma date de paiement qui provient de paiement client. Je vais choisir, excusez-moi, c'est le montant ici. D'emblée, si je choisis une date, il me met l'année. Si je clique sur le petit menu défilant, ça me permet de choisir, on pourrait avoir trimestre et année, on pourrait avoir mois et année jusqu'à la date et l'heure. Ou si on ne désire pas l'année, on a des choix ici. Autrement dit, si on a l'équivalent de 5 années de données à l'intérieur, que je choisis par mois, il va mettre le total du mois de janvier de toutes mes années. Le total du mois de février de toutes mes années. Il ne fera pas la distinction entre les années. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Moi, je vais choisir mois et année. Si je clique sur Générer, on a donc un tableau qui est divisé par mois et on a le montant des paiements clients. Automatiquement, dans une vue croisée dynamique, on nous donne des sous-totaux et des totaux généraux. Si j'en ai pas de besoin, j'ai le menu ici Afficher masqué. Je vais dans Totaux et à ce moment-là, je fais juste masquer
mes totaux comme ça ici. Donc, ils disparaissent. Ensuite, ce que je vous parlais du lien tantôt entre client et paiement client, je vais juste mentionner que le lien est fait déjà par Zoho. OK? C'était vraiment pour comprendre le processus qui se passe en arrière, puis d'aller dire, OK, comment ça se fait que je ne peux pas afficher le nom de mon client si, en fait, je peux vous montrer ce que ça donnerait avec le numéro d'identifiant du client, parce que des fois, on se ramasse avec ça. C'est un numéro qui est tellement long que ça ne s'affiche même pas. OK? Donc, c'est pas ce qu'on recherche. On veut le nom qui est associé à cet identifiant-là. Et voilà. Donc là, on a les dates qui sont représentées en ligne, en rangée, le nom du client, donc le mois de janvier avec le client qui est Claude François, et la donnée, ici c'est le montant, qui est représenté par les deux colonnes qu'on a sélectionnées. Ensuite, je peux vous montrer, là on a consacré une rangée par date. On pourrait décider de consacrer une colonne par date. À ce moment-là, ça peut être intéressant dans certains cas. Dans notre cas, on a travaillé fort pour le mois de janvier, février. Puis ensuite de ça, on a le mois de données après, mais bon, c'est correct. Donc là, on a une rangée par client, comme on avait, avec la donnée qui est représentée, mais on a consacré une colonne par date. Ça peut être intéressant, par exemple, pour dire si on avait eu les années 2022, 2021, 2020, on aurait pu le mettre par année, puis on aurait eu le total par année sous forme de colonne. Comme ça. Ensuite de ça, je vais retourner à cette vue-là. On peut, j'irai pas trop loin là-dedans, mais on peut faire des formules agrégées. Donc, je pourrais dire ici que je veux offrir, je veux avoir le prix avec 10% de rabais. Donc, par exemple, j'irai chercher le paiement que je multiplie par 0,9. J'irai sélectionner une devise. Puis à ce moment-là, on aurait une nouvelle colonne qui a été faite à partir d'un calcul que j'ai fait à partir du montant. Si je fais générer, on a le prix ici qui s'affiche avec 10% de moins. Donc, c'est un petit calcul comme ça, vite fait. C'est juste pour vous dire que c'est possible de se créer des petites formules comme ça. Puis je vais finir avec les filtres comme ça. Je pourrais décider, par exemple, de dire, moi, je veux les 10 paiements les plus élevés. Et à ce moment-là, là, vous voyez qu'il m'offre des sous-totaux. OK? Donc, étant donné que j'ai une donnée par ligne, ça fait juste doubler ma ligne. Visuellement, j'aime pas ça. Je viens dans mes sous-totaux ici, je viens le masquer. Et puis voilà. J'ai mes 10 données, comme ça. Ou je pourrais y aller avec une plage, donc 2000 $ et moins, 2 à 10 000 $, etc. Ou créer ma propre plage. Donc, je pourrais, par exemple, dire, moi, je veux les donner au-dessus de 3000 $ seulement. Je génère. Et toutes les données qui étaient 3000 $ et moins ont disparu pour laisser seulement celles qui sont en haut de 3000 $. Donc, ça fait le tour de la vue croisée dynamique. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Denis? C'est parfait, Pierre-Luc, tu peux continuer. Parfait. C'est ça que je voulais entendre. Donc, on va effacer ça. Donc, on revient ici à notre tableau de bord. Donc, on a recréé article, prix de vente. On a recréé historique des paiements. À ce moment-là, récapitulatif, on a créé notre compagnie dans Books, on l'a connecté, on a créé un espace de travail. On s'est amusé dans nos tables, on a créé quelques rapports. On est prêt à créer maintenant un tableau de bord comme celui qu'on voit ici. Donc, je vais cliquer sur Créer, sélectionner le tableau de bord et on a le même genre d'interface
que lorsqu'on veut créer des rapports ou des graphiques. Mais à ce moment-là, ce qu'on va sélectionner, ça va être plutôt des rapports qu'on a déjà faits. Donc, ça, c'est des rapports que j'avais faits. On pourrait aller sélectionner là, celui-là ici qu'on a vu tout à l'heure. On pourrait aller sélectionner historique. Ça ici. Je pourrais décider, bon, ben moi je les veux en haut comme ça. Et puis, bon, un des avantages qu'on a dans le tableau de bord, c'est de pouvoir mettre des filtres utilisateurs qui vont s'appliquer sur tout ce que j'ai dans mon tableau de bord. Donc, c'est vraiment un des intérêts d'avoir un tableau de bord ici. Je vais juste me rajouter, étant donné qu'on a des données de 2022, là, je suis à l'intérieur de mon filtre utilisateur et je veux ajouter certaines plages comme année précédente, derniers 3 trimestres. Tiens. Puis, si je donne un exemple, je clique sur mode affichage et je vais sélectionner 3 derniers trimestres. On voit que les données s'adaptent. Là, on se ramasse avec moins de données ici. Donc, ça s'ajuste selon la date qu'on rentre dans notre filtre utilisateur. Il peut y avoir différents filtres, évidemment. On pourrait y aller par le nom du client, en fait, toutes sortes de filtres. Il n'y a pas vraiment de limite. Ça va fonctionner tant que les tables ont une connexion entre elles, évidemment. OK? Si j'ai un graphique qui n'a pas de date à l'intérieur, comme c'est le cas dans mes totaux fournisseurs, ça ne va pas s'appliquer, tout simplement. Je retourne dans modifier la conception et je vais vous parler un peu des KPI qu'on a parlé tout à l'heure. Les KPI sont disponibles à l'intérieur du tableau de bord. Donc, c'est comme si le tableau de bord est le support de vos KPI. Vous ne pouvez pas faire un KPI comme vous pouvez faire un rapport là, autonome ou indépendant. Donc, lorsque j'ai un tableau de bord ouvert, je clique sur Conception, je vais dans Widget et j'ai 9 modèles de KPI. Moi, je vais vous faire un exemple ici très simple avec une étiquette et une valeur. Les autres, en gros, c'est pour rajouter des valeurs secondaires qui peuvent vous servir à comparer des données, comme par exemple, je pourrais dire, je veux mes ventes de ce mois-ci comparées au mois passé. Moi, ce que je vais vous faire, c'est un exemple simple de la moyenne par facture. Donc, ici, on nous demande de sélectionner une colonne de données seulement. C'est important de mentionner qu'on ne peut pas, à ce moment-là, jumeler différentes tables ensemble. Là, on va chercher une information dans une table. Et puis, si on la compare, ça va être à cette même information-là, mais à une date différente, par exemple. Donc, je vais aller chercher ma table facture, qui est ici. Et quand je clique dessus, on a évidemment toutes nos colonnes. Si je clique sur sous-total, on me donne la possibilité, là, je peux avoir la somme qui serait le total de toutes mes factures, la valeur maximale, la valeur minimum. Moi, je vais sélectionner ici la moyenne. Le décompte, ça serait évidemment, on aurait le nombre de factures totales. Moi, je vais choisir moyenne. Je vais tout simplement faire appliquer. Donc, on a 8 296 $. Et puis, si je veux changer le nom ici, je peux tout simplement venir changer mon label, comme ça, dire moyenne, etc. Ça. Et c'en est un que j'ai créé ici, montant moyen par facture. Donc, lorsqu'on a terminé notre tableau de bord, on lui donne un nom, on l'enregistre, on lui dit dans quel fichier on veut qu'il soit. Puis, au niveau du temps, Denis, est-ce qu'on a encore quelques minutes? Je t'entends pas. Encore 5 minutes. 5 minutes, parfait. Donc, ce qu'on a fait, on l'a adapté un peu aux couleurs de la compagnie. Donc, j'ai créé une bannière, je l'ai importée.
Et puis, je suis allé dans Thème. Et puis, dans Thème, si vous remarquez en arrière, là, ça va changer un petit peu. On peut choisir différents thèmes. Moi, j'avais choisi celle-là, si je ne me trompe pas. Il nous offre de base certaines couleurs où on peut les personnaliser. Donc, le tableau, l'arrière-plan de la carte, les bordures de la carte. On peut choisir l'épaisseur des bordures en pixels, etc. On peut changer la police aussi. Il offre une dizaine de polices différentes. Donc, ça nous permet d'avoir le visuel qu'on désire. Parce qu'au final, si on a les bonnes données, on a des tableaux qui nous parlent bien, ben c'est important aussi de l'adapter à la saveur de la compagnie, si on veut. Puis je finirai en mentionnant que au niveau du partage, on a la possibilité, je dirais pas dans tout parce qu'il y a quand même plusieurs options, mais comme par exemple, on peut dire je veux un courriel automatisé qui envoie tel rapport ou tel tableau de bord à je sais pas, mon équipe de vente ou mes comptables. Je veux que ça part chaque lundi, 5 heures du matin, ils vont recevoir ça. Ça peut être par jour, ça peut être par mois. On peut créer des groupes de courriels. À ce moment-là, on serait dans les paramètres ici. On n'est pas allé aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, évidemment, d'éléments qu'on pourrait parler. Mais on pourrait ici créer des groupes que j'ai appelé groupe 1, que ça pourrait être, par exemple, l'équipe des ventes, c'est groupe 1. Quand j'envoie un courriel, mais je clique tout simplement sur groupe 1, puis ça s'envoie à tous les courriels que j'ai mis dans mon groupe. On peut également, là, je vais juste le fermer, on peut également, si on le désire, aller chercher un code HTML pour incorporer des rapports, des graphiques ou même un tableau de bord au complet à l'intérieur de notre site web. Donc, si on veut que les clients voient certaines données, on peut aller chercher un URL qui est, en gros, c'est une adresse Internet. Et à ce moment-là, on pourrait faire de l'intégration. Par exemple, je pourrais dire, mais dans blanc, je veux que ça soit ma page d'accueil de mon CRM. Bon, ben, on pourrait aller faire à ce moment-là ce qu'on appelle un widget dans le CRM, incluant mon lien. Donc, je verrai à chaque fois que j'ouvre mon CRM, dans ma page d'accueil, mon dashboard. Donc, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Évidemment, il y a la gestion aussi lorsqu'on véhicule l'information de à quel point on veut que ce soit privé, à quel point on veut que ce soit public, qui a accès, qui n'a pas accès. Qui est un volet qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Je pourrais finir avec ça, en fait. Lorsqu'on arrive ici, dans la page d'accueil, on peut donner des accès, des permissions à certaines personnes pour consultation. Exemple, vous pourriez avoir un employé qui pourrait avoir la permission d'aller lire les dents blanches, qui ne pourrait pas manipuler les rapports, qui ne pourrait pas les modifier, mais qui n'aurait pas accès aux autres. Donc, on a vraiment une gestion d'accès qui est possible, qu'on pourrait voir dans un prochain temps. Donc, moi, j'aurais terminé, Denis. Merci, Pierre-Luc. Très intéressant. Donc, si on va conclure, je vais peut-être prendre 2 petites minutes pour conclure. Qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui? Je me poserai la question à votre place. Bon, est-ce que c'est pour moi? Je ne veux pas dire oui, c'est sûrement quelque part pour vous, mais c'est dans le sens où avez-vous un projet en tête, quelque chose que vous aimeriez faire? Fait que si oui, ben je vous dirais lancez-vous et vous pouvez pas de toute façon briser ou faire quoi que ce soit avec vos données. Il existe sur le site de Zoho 2 cours, des cours qui appellent Zoho Analytics Advanced et Beginner. Allez voir si vous faites la recherche. C'est des cours de 4 heures payants. De temps en temps, ils sortent en mode gratuit. Parce que nous, on a certains clients qui demandent à Pierre-Luc de la formation, mais une formation totalement privée, c'est un petit peu plus onéreux. Fait que souvent, ce que font les gens, vous aller suivre le cours, jouer dedans, le manipuler, lancez-vous. Il n'y a pas vraiment de risque. Puis par contre, nous, on peut aussi vous assister, dans le sens où si vous avez un projet chez Pierre-Luc, le fait souvent,
projet, le client avance, lui embarque par-dessus, fait des choses, répond à des questions. Puis souvent, les clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils se prennent une certaine banque d'heures pour vraiment avancer puis avoir de l'aide au niveau de l'avancement, ce qui fait que c'est comme si c'est le coach qui aide le joueur, mais le joueur devient aussi partie prenante du processus. Fait que dans le fond, si vous vous lancez sur un projet, on est vraiment là pour vous aider. Donc, moi, ce qui m'apparaissait important, si jamais vous avez des questions, comme je disais au début, le BI, c'est vraiment quelque chose de particulier, un projet. J'ai mis l'adresse ici, qui est très, très simple. Les clients, si vous nous connaissez, bon, vous avez l'adresse de votre consultant. Passez par votre adresse habituelle. Pour les gens qui seraient de l'extérieur, ben sachez que nous, on a une devise chez nous qui dit tant qu'on se parle pour scoper quelque chose, c'est pas c'est à titre gratuit. Fait que demandez-nous de l'info, ça va nous faire plaisir de vous rappeler. Et écrivez-nous à info@gestion-bsp.com. Je tiens à vous remercier pour votre temps. Je sais que l'heure du dîner arrive. Fait que on l'apprécie. Pierre-Luc, je te remercie aussi de ton temps. Puis on vous dit, de la part de Pierre-Luc, la mienne et toute l'équipe BSP, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.